la thèse que je proposais dans cet article-là, c'est que avec l'émergence de l'économie de la connaissance, avec l'émergence d'outils comme Bitcoin qui vous permettent également de vous affranchir du système bancaire pour percevoir votre rémunération, pour garder votre capital, pour l'allouer, pour le dépenser, pour investir, finalement, les États perdent les mécanismes de contrôle, de perception de leurs revenus, de taxation les plus importants dont ils disposaient. Et aujourd'hui, ils vont devoir du coup se réinventer. Votre corps physique peut être dans une cité-État, mais votre souveraineté monétaire doit être dans Bitcoin si vous voulez protéger votre propriété. C'est ça. En fait, de manière fondamentale, tant qu'on n'a pas réalisé la séparation de la monnaie et de l'État, il n'y a aucun endroit sur la planète où les gens pourront être réellement libres. Et c'est pour ça que beaucoup de gens comme moi ont voué leur vie à Bitcoin quelque part. C'est parce que lorsqu'on regarde les choses sous ce prisme-là, c'est en fait un levier qui peut transformer le monde et, à mon sens, pour le mieux. Tu vas bien? Ça va, ça va. Et toi? Joyeux anniversaire. Merci. Avec plaisir. Un de tes derniers articles, je sais pas si c'était le dernier, où tu nous parles justement de la fin de l'État-providence. Est-ce que tu veux nous en parler un peu et justement faire enfin que les gens comprennent cette relation qu'il y a et un peu plus par rapport à ça sur la fin de l'État-providence et cette relation en fait entre le système financier, les banques, les États et tout ça. Alors, l'État-providence, on va dire, c'est la forme de gouvernement la plus répandue, au moins en Occident, depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire. C'est une forme de gouvernement, du coup, qu'on appelle providence parce que c'est un État qui, sorti de ses prérogatives telles que définies par les constitutions des différents pays en question à l'époque des Lumières, c'est-à-dire garantir l'état de droit, ce qu'on appelle d'habitude les pouvoirs régaliens, ont étendu leur sphère de pouvoir et leurs occupations pour fournir des services publics, des minima sociaux, organiser certains services considérés comme essentiels, encadrer de plus en plus les activités productives, réguler, créer des normes, etc., etc. Donc c'est des États qui, quelque part, prennent de plus en plus de place dans l'économie, allouent de plus en plus de ressources, redistribuent de plus en plus, etc., etc. En fait, ces États sont nés essentiellement à cette époque-là parce que, au XXe siècle, du fait des deux révolutions industrielles, l'économie a beaucoup changé. On est dans une économie qui est très intensive en capital, du capital qui est inamovible, c'est-à-dire que l'essentiel des gens qui créent de la valeur ajoutée sont des gens qui créent des usines, sont des gens qui créent des labos de chimie, sont des gens qui créent des infrastructures de production, sont des gens qui créent des autoroutes, qui créent des missiles, qui créent des centrales énergétiques. Donc voilà, beaucoup de capital physique, très peu amovible, qui doit être financé sur des décennies, qui demande également beaucoup de travailleurs, en général des travailleurs à la chaîne, donc des gens qui vont syndiquer, qui vont réclamer des minima sociaux, qui vont avoir besoin d'infrastructures pour se loger, pour aller au boulot, pour amener leurs enfants à l'école, etc., etc. Et donc toute la vie en société s'organise avec, d'un côté, ces industries qui vont créer la productivité et la richesse, et toutes les parties prenantes impliquées qui, quelque part, vont faire des demandes sociales auxquelles l'État va répondre, essentiellement en taxant ces industries, et ce à quoi finalement elles sont obligées de consentir parce que ça leur coûte beaucoup trop cher lorsqu'elles sont taxées de manière importante de juste démonter l'usine et la recréer ailleurs. Si elles sont trop pièges. Voilà, elles sont d'une certaine manière elles sont ancrées dans un territoire. Au même titre que, par exemple, à l'époque féodale, vous aviez une économie essentiellement agraire, donc les gens sont dépendants de la terre pour produire, et vous n'allez pas prendre votre champ pour aller le déplacer dans le pays voisin. Donc, lorsque le seigneur féodal augmente les impôts, vous les payez en fait, vous avez juste pas le choix. À l'inverse, dans l'économie de la connaissance qu'on a aujourd'hui, si par exemple un artiste est trop taxé en France, y a rien qui l'empêche de composer ses chansons depuis le Costa Rica ou Singapour. De la même manière, un développeur peut très bien se localiser à peu près où il veut et répondre à des missions pour des boîtes à l'échelle globale. Donc il y a plein d'activités aujourd'hui comme ça qui, d'une certaine manière, s'appuient sur du capital qui est immatériel et donc très amovible. Et pour moi, ça crée une évolution du rapport de force entre les créateurs de valeur qui sont aussi ceux qui contribuent aux revenus des États par le truchement de l'impôt, et la puissance publique qui, elle, vit de la perception de l'impôt et qui, en échange, fournit des services publics dont la définition évolue au fil du temps.
Si vous vous replacez encore une fois à l'époque féodale, personne n'aurait imaginé que c'était le rôle de l'État de fournir de la santé gratuite ou que c'était le rôle de l'État de d'éduquer la population. Alors qu'à l'époque de l'État-providence, qui encore une fois est l'époque industrielle où les gens vont des usines, où il y a l'école obligatoire, etc., ça paraît un peu plus normal pour tout le monde. Et donc la thèse que je proposais dans cet article-là, c'est que avec l'émergence de l'économie de la connaissance, avec l'émergence d'outils comme Bitcoin qui vous permettent également de vous affranchir du système bancaire pour percevoir votre rémunération, pour garder votre capital, pour l'allouer, pour le dépenser, pour investir, finalement les États perdent les mécanismes de contrôle les plus et de perception de leurs revenus, de taxation les plus importants dont ils disposaient du fait de l'héritage de l'âge industriel. Et aujourd'hui, ils vont devoir du coup se réinventer et se recomposer pour répondre à cette dynamique qui est transformée par l'économie de la connaissance et des choses comme Bitcoin. Et à mon avis, ça va donner des structures étatiques qui ressemblent plus à ce qu'on observait par exemple sur les cités-États de la Renaissance, qui fournissaient, on va dire, des services publics en adéquation avec les besoins des marchands vénitiens, pisiens, anversois de l'époque. C'est-à-dire des gens qui ont essentiellement besoin d'institutions monétaires saines, donc de la monnaie or, de tribunaux pour dénouer les contrats, d'assureurs pour garantir leur cargaison, de milices maritimes pour les protéger des pirates, ce genre de choses-là. Par contre, être taxé très 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 fortement pour les protéger contre des invasions, par exemple barbares, ou contre les chevaliers voisins, bah ils ont pas de champ, ils ont pas vraiment de port d'attache. Si jamais on les taxe trop, ils partent de Venise pour aller à Pise ou à Gênes, et du coup, bah finalement, le souverain est obligé de réviser sa politique fiscale parce que sinon il fait faillite assez vite. Et de la même manière, du coup, on peut regarder quelque part l'histoire et l'anatomie de l'État sous ce prisme-là et voir que les périodes où le capital qui crée l'essentiel de la valeur ajoutée, lorsqu'il est très peu amovible, il y a en général une extension de la puissance publique et une augmentation de la taxation. Et lorsque le capital est très amovible, ça met les juridictions en compétition et donc ça crée une sorte de baisse de l'impôt et de la taxation par le bas qui en général va de pair avec des formes d'État plus libérales où les services sociaux sont en général un peu plus minimum, ou en tout cas, lorsqu'ils existent, sont un peu mieux organisés parce que les gens en veulent pour leur argent et ils peuvent voter avec leurs pieds en décidant de se barrer dans le pays voisin. Notamment les entrepreneurs ou les gens qui vont créer l'essentiel de la valeur ajoutée. Pour moi, on est exactement dans ce genre de révolution-là, avec l'invention du microprocesseur, d'Internet, des protocoles distribués, de Bitcoin, de la cryptographie asymétrique, où pour la première fois dans l'histoire, n'importe quel individu a la possibilité de protéger son capital de la spoliation, que ce soit de l'inflation, que ce soit de la saisie, que ce soit de la taxation, et a une capacité de mettre en concurrence la plupart des juridictions pour aller s'installer et travailler dans la juridiction qui lui offrira le meilleur ratio qualité-prix pour les services publics qu'il obtient par rapport à l'impôt qu'il paye. Et donc, des pays qui ont un modèle comme la France, qui est essentiellement basé sur l'idée de redistribuer à des gens oisifs de l'argent qui n'existe pas et qu'on n'a pas encore taxé à des gens productifs, vont se retrouver face à une question foutrement difficile, qui est que tous les gens qui créent de la valeur vont foutre les voiles là où ils seront plus compétitifs. C'est d'ailleurs une obligation de leur part vis-à-vis de leurs actionnaires, de leurs clients, etc. parce que sinon ils font faillite du fait de la concurrence de leurs concurrents qui sont dans des zones où les normes et les taxes sont inférieures. Et si du coup des États comme la France ou d'autres États-providence perdent tous ces revenus parce que les gens qui créent la majorité de la valeur ajoutée se sont barrés ailleurs, comment est-ce qu'ils vont pouvoir subvenir et subvenir aux besoins des populations, subventionner les services publics, payer le chômage des gens, leur RSA, payer pour les chemins de fer, la santé gratuite, l'éducation pour tous, le service de la dette, la défense, etc., etc. Et donc, quelque part, un peu comme une entreprise qui, en fait, perd de l'argent tous les mois et qui doit se réorganiser et faire des choix difficiles, les États, notamment les États-providence, donc comme la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Canada, sont face à des décisions très complexes et qui, à mon avis, vont créer une restructuration complète, un changement de la perception qu'on a de l'État, de son anatomie, de son rôle, de son périmètre d'action, et surtout du pouvoir qu'il peut exercer sur l'individu. Parce que autant c'est un peu compliqué d'aller voter avec vos pieds lorsque votre argent est dans le système bancaire sur un compte en banque, autant lorsque vous avez du Bitcoin en self-custody,
On l'a bien vu avec tous les pays qui essayent de le bannir, qui essayent de les saisir auprès de leur population, qui essayent de contrôler les flux, etc., etc. Si même la Chine n'y arrive pas, personne n'y arrivera. Et donc, il faut s'attendre à ce que ces individus-là qui ont de plus en plus de capital, de plus en plus de pouvoir financier, qui souvent travaillent pour ou on crée des entreprises qui sont très lucratives et qui du coup génèrent beaucoup de revenus et donc une grande partie des revenus des États. Au fur et à mesure que ces gens-là décident de se barrer là où l'herbe est plus verte et les impôts sont plus bas surtout, comment on finance notre modèle social entre guillemets. Et je pense que y a pas de bonne réponse à ça autre que c'est plus possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'avais l'impression que tu étais en train de nous peindre justement une situation où les États se réveilleraient et qui auraient l'intelligence d'avoir le même constat que toi. Mais je pense pas. Et de toute façon, pour mon audience, ce sera pas sur cette analyse-là que je me poserai, mais plus sur ce que tu as dit, que justement les gens qui comprennent ce que tu viens de dire, c'est acheter du Bitcoin en self-custody et pas autrement parce que sinon le truc ne fonctionne pas. Commencer à regarder pour des plans B et aller dans des pays où ils sont les bienvenus. Et pour finir, j'ai bien aimé en fait ton article parce que du coup ça reprend des lectures que j'ai beaucoup, enfin que j'ai affectionné, que ce soit The Sovereign Individual, donc un livre qui a été écrit en 99 il me semble, même avant 2000 quoi, et qui nous faisait déjà état de tout ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et également Bitcoin is the myth. D'ailleurs j'ai rencontré Allen Farrington à Amsterdam il y a quelques semaines grâce à toi, donc merci. Il m'a dit que c'est toi qui lui avais dit qu'on se connaissait. Et moi j'aimerais juste que tu nous refasses juste cette métaphore de Bitcoin is the myth, pourquoi Allen Farrington on est arrivé à là et comment on peut se protéger justement avec Bitcoin. Bien sûr. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais avant. En réalité, tu vois, par exemple, ça fait 20 ans que les États observent la fuite des talents, des capitaux, notamment les États où la taxation est importante. Donc, pensez par exemple à la France et l'Italie où il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup d'impôts. Ça fait longtemps qu'on voit par exemple nos meilleurs ingénieurs, nos meilleurs entrepreneurs partir en Asie, partir aux États-Unis, etc. Sauf que jusque-là, c'était un peu marginal. C'est-à-dire que faut s'imaginer que la plupart des gens, la plupart des travailleurs qui payent l'impôt sur le revenu, la plupart des entreprises de cette économie industrielle, même s'il y a eu beaucoup de délocalisation, etc., n'ont pas pu toutes se barrer, entre guillemets. De plus en plus, également, commençait à y avoir des phénomènes d'entreprises qui, par exemple, créent un siège social dans un pays. Et si elles ont une activité très peu matérielle, comme par exemple des entreprises qui vendent du logiciel, donc imaginez Oracle, Microsoft, Google, etc., ou des services informatiques, pouvaient dire le client est en France, mais la facturation a eu lieu en Irlande, donc je paye mes impôts en Irlande. Et donc ça a intimé des pays comme l'Irlande, comme le Luxembourg, en fait, à jouer sur cet arbitrage de la taxation pour attirer des capitaux, pour attirer des talents, pour attirer de la productivité, au détriment d'autres pays membres de l'Union européenne ou d'autres pays même de manière générale. En fait, là où Bitcoin accélère énormément cette tendance, c'est que si on prend toute la part de la population qui, de toute manière, pour différentes raisons, attachement à leur culture, attachement à leur pays, j'ai une famille ici, mes enfants vont à l'école ici, je vais pas pouvoir me barrer, je sais pas, au El Salvador ou à Singapour. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils ont même plus besoin de se barrer pour réaliser l'espèce de fuite en avant devant l'impôt dont je parlais, parce que ils peuvent juste, en fait, vivre en Bitcoin directement dans leur pays et devenir une sorte d'épine dans le pied du collecteur d'impôts et de la puissance publique au sens large, parce que leur capital et leurs actions financières sont beaucoup plus difficiles à contrôler que dans le système traditionnel. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette dynamique dont parlent les auteurs de l'individu souverain, ça fait 20 et 30 ans que les États l'ont identifié et ils voient bien ce qui se passe. Et ils avaient essayé d'y répondre en mettant des exit tax, en utilisant le système bancaire pour essayer de récupérer de l'argent quand les gens se barrent, en créant des accords de taxation entre les différents pays, une harmonisation, en créant une harmonisation de la taxation, etc., etc.
Et ils avaient, d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'ils avaient l'impression d'arriver à quelque chose. Et là, Bitcoin a vraiment complètement dérayé leur plan parce que là, il n'y a pas de comité auquel vous pouvez vous adresser pour dire que lorsque tu vas faire ta transaction, il faut qu'il y ait un impôt qui soit prélevé dessus, quoi, parce que ça correspond à une transaction d'une juridiction vers une autre. Donc voilà pour la parenthèse. Maintenant, si on revient à Bitcoin is Venice, l'article originel en fait qui a motivé, donc à la base c'est un article en 3 parties qu'a écrit Allen avec un de ses anciens collègues qui s'appelle Sacha Myers, qui en fait s'intéresse à toute la période charnière entre le Moyen Âge et la Renaissance, et qui s'appuie sur les travaux de certains auteurs qui cherchent à essayer de comprendre comment ça se fait que la société européenne a évolué pour passer d'une organisation féodale à l'organisation qu'on voit dans les cités-États de la Renaissance, comme encore une fois Venise, Anvers, Bruges, Pise, Florence, Barcelone dans une moindre mesure, etc., etc. Et fondamentalement, ce que certains auteurs posent comme hypothèse, c'est de dire que parce que des routes commerciales se sont ouvertes vers le Nouveau Monde, vers l'Inde, vers l'Asie, des marchands ont pu apporter des épices, ont pu apporter des produits nouveaux en Europe, et du coup sont devenus, un peu comme les entrepreneurs tech de notre époque aujourd'hui, les principaux créateurs de la valeur ajoutée, dans un monde où préalablement à l'époque féodale, l'essentiel de la valeur ajoutée était créé par des paysans. Et donc ces gens-là ont été courtisés par des villes portuaires qui ont compris où se situait leur intérêt de créer un ordre social qui était plus favorable à ces activités-là. Donc encore une fois, j'ai mon bateau, j'ai ma flotte de bateaux, je fais du commerce avec Byzance ou avec l'Orient, que je sois à Pise, Florence ou Barcelone, ça change que dalle. Donc en fait, je vais aller là où on va me proposer des tribunaux qui protègent mes droits de propriété, là où on va me proposer une monnaie saine, là où on va protéger mes bateaux, etc., etc. Et donc, du coup, ça a créé des zones où, contrairement à ce qui se passait dans le système féodal où les gens étaient très taxés et où l'essentiel des revenus issus de la taxation était utilisé pour entretenir le rythme de vie du seigneur local, où la plupart des surplus générés dans l'économie, en fait, étaient récupérés par des agents privés qui, du coup, pouvaient épargner, réinvestir et créer de la productivité. Et du coup, ça a créé une accumulation de capital et une première phase en fait de capitalisme qui a fait émerger beaucoup d'artisanat, d'activités manufacturières, beaucoup de mécénat des arts, de la culture, du financement pour des bâtiments, des églises, des cathédrales, de nouveaux bateaux, des places fortes, de la recherche, etc., etc. Et donc c'est pour ça qu'on a observé dans ces zones-là une effervescence des idées libérales, de l'accumulation de capital, de la créativité, de l'artisanat, des arts, de plein de choses comme ça. Parce qu'il y a eu une sorte de cercle vertueux qui s'est amorcé du fait de cette dynamique de transformation technologique de l'économie, où finalement la libération des surplus de capitaux auprès d'agents privés a permis l'investissement, a favorisé une culture de la prise de risque, de la liberté, du mécénat, de la création artistique, de l'échange d'idées, au milieu d'un monde qui était essentiellement régi par un ordre féodal complètement figé, où il y avait des castes qui déterminaient le rôle de chacun dans la population, et où l'essentiel de la valeur ajoutée était capté par le seigneur et réinvesti dans soit la guerre, soit des banquets, en gros, pour faire simple, ce qui sont des activités qui ne créent absolument aucune richesse. Faut qu'on soit bien d'accord que utiliser du capital pour tuer des gens, ça ne fait pas de richesse. Hein. Les gens qui vous raconteront, par exemple, que les 30 Glorieuses, c'est grâce à la Seconde Guerre mondiale, c'est n'importe quoi. Alors, est-ce que tu peux me dire c'est quoi cette crise? Ouais. Je sais pas, moi à l'école, par exemple, on m'avait appris que les 30 Glorieuses, c'est parce que la Seconde Guerre mondiale, ça a créé plein de croissance. Alors déjà, j'ai du mal à comprendre comment dépenser des ressources pour créer des bombes, pour aller détruire des infrastructures et tuer des gens à l'autre bout de la planète, ça crée de la croissance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, si on réfléchit en fait un peu logiquement, lorsque vous utilisez du capital pour détruire du capital, vous pouvez pas créer d'accumulation de capital. Et c'est ça le vrai moteur de la prospérité, c'est l'accumulation du capital. Et donc, mon point, c'est de dire que l'émergence de ces cités-États, avec tout le contexte que j'ai donné préalable, a créé une culture nouvelle, un mouvement nouveau qui, derrière, en ligne directe, explique des choses comme l'invention de l'imprimerie, la montée en puissance du protestantisme, des idées libérales, du mécénat des arts, des artistes de la Renaissance, d'une redécouverte, par exemple,
des canons culturels et esthétiques hérités de l'Empire romain, de la Grèce antique, beaucoup d'artistes qui ont revisité certains thèmes, beaucoup de créations artistiques et culturelles. Aller visiter Pise, Florence ou des villes comme ça, c'est absolument impressionnant de voir des choses comme le Duomo dans la cathédrale Santa Maria di Fiore, qui par exemple avait inspiré Saifedean lorsqu'il a écrit ce chapitre sur le Bitcoin standard, qui parle de ce mécanisme-là et de cette époque-là. Quelque part, les racines économiques de tout ce mouvement-là qu'on appelle la Renaissance, à mon avis, elles sont à trouver là-dedans. Et en fait, ce qu'essaie d'expliquer Allen dans Bitcoin is Venice, c'est que la même dynamique se rejoue aujourd'hui, et donc elle pourrait créer une renaissance un peu du même type que ce qui s'est passé à l'époque de la Renaissance au XIVe siècle, à notre époque moderne, où finalement la capacité des individus et des entreprises à s'affranchir de cet état-providence parasite qui utilise énormément de capital pour faire de la consommation. Parce que quand vous financez des services publics à perte, lorsque vous distribuez des revenus d'existence aux gens, lorsque vous financez de la dépense pure sans que ce soit jamais de l'investissement, c'est normal que voilà, c'est pas productif. Et donc c'est un peu comme l'histoire du seigneur qui crée des banquets ou qui finance la guerre. Bah ok, ça crée aucune valeur. Et donc si vous prenez ces ressources-là et que vous les enlevez des mains de l'État pour les redonner à des entrepreneurs, à des familles, à des individus qui vont épargner, investir et produire, vous allez créer une renaissance économique, vous allez créer un affranchissement des systèmes de contrôle, de censure, de propagande et d'idéologisation dans lesquels on vit aujourd'hui et qui sont essentiellement articulés et contrôlés par les États-providence. Et à la marge du coup de nos États-providence sont en train de se recréer des zones de liberté, de prospérité, dont on voit tous les jours la réussite, comme la Suisse, le Liechtenstein, le Salvador, le Costa Rica, Hong Kong, Singapour, Taïwan, des cités-États comme Monaco, Saint-Marin, Andorre, et je pourrais en citer plein. Et effectivement, ma thèse, c'est qu'elles vont se multiplier et qu'elles vont de plus en plus attirer de gens parce qu'il y fera très bon vivre. Si vous allez en Andorre, par exemple, j'y étais récemment, il y a une loi qui empêche que n'importe qui soit taxé à plus de 10% de son revenu annuel. Pourtant, tout fonctionne parfaitement. Vous avez toutes les rues sont hyper clean. Il n'y a pas un mégot par terre, il n'y a pas un déchet, tout est super sécurisé. Il y a une qualité de vie qui est incomparable à ce qu'on peut trouver dans la plupart des autres pays d'Europe. Idem pour la Suisse, idem de Singapour. Par rapport à la Suisse, toi, t'as vu, par rapport à la Suisse, parce que j'ai du mal parfois et ça va être tout mon challenge, hein, de faire comprendre justement la douleur de l'inflation et la douleur du système financier traditionnel et les avantages de Bitcoin aux Suisses, et notamment aux family office suisses, parce qu'ils pensent que tout est parfait dans le système. Toi, par exemple, juste sur cette analyse-là, Andorre, Suisse, t'as trouvé Andorre plus agréable déjà? Oui, bien sûr. Après, il n'empêche pas que si vous êtes en Suisse ou en Andorre et que vous avez... Alors bon, le franc suisse est un peu mieux géré que l'euro, mais que vous avez un compte en franc suisse ou donc en Suisse ou un compte en euros à Andorre, vous êtes dans une banque qui est connectée au système et qui quelque part n'a pas d'indépendance. Si à un moment donné, il faut imprimer des euros pour refinancer l'État français parce qu'il est en faillite, vous avez de l'argent sur un compte en banque en Andorre, vous allez vous-même subventionner le refinancement de l'État français. Votre corps physique peut être dans une cité-État, mais votre souveraineté monétaire doit être dans Bitcoin. Si vous voulez protéger votre propriété. C'est ça. En fait, de manière fondamentale, tant qu'on n'a pas réalisé la séparation de la monnaie et de l'État, il n'y a aucun endroit sur la planète où les gens pourront être réellement libres. Et c'est pour ça que beaucoup de gens comme moi ont voué leur vie à Bitcoin, quelque part. C'est parce que lorsqu'on regarde les choses sous ce prisme-là, c'est en fait un levier qui peut transformer le monde et, à mon sens, pour le mieux. Ouais. Bah, pour moi, les premiers mois où j'expliquais Bitcoin, c'était Bitcoin, c'est un actif, c'est le meilleur actif financier, etc. C'était vraiment mon angle d'attaque. Il y a que quelques semaines que j'ai eu le déclic justement de la phrase hyper importante que tu viens de donner. Bitcoin, c'est la séparation de la monnaie de l'État. J'avais lu des livres, mais j'avais pas fait cette analyse-là. Et également Bitcoin comme monnaie et pas juste comme actif. Bah après, tu vois, les deux sont un peu liés parce que c'est parce qu'il est affranchi des manipulations de l'État qu'il fonctionne aussi bien et que les gens peuvent avoir confiance dedans, peuvent épargner à long terme dedans. De la même manière, c'est aussi parce que,
C'est aussi parce que en fait, les États vont manipuler tout ce qu'ils peuvent manipuler pour accroître leur pouvoir et leurs revenus, que vous n'êtes libre nulle part. Parce que à partir du moment où ils se mettent d'accord entre eux, de toute façon, ils pourront tout manipuler, saisir, dévaluer, etc., etc. Et donc, quasiment en paraphrasant Nakamoto, le fondateur de Bitcoin, enfin l'inventeur de Bitcoin, il fallait créer un système qui n'ait aucun point de vulnérabilité centrale sur lesquels les États puissent faire pression. Et c'est pour ça que Bitcoin est complètement unique des autres actifs et complètement différent des autres crypto-monnaies, par exemple. C'est parce que il a vraiment été pensé avec cette logique-là, avec cette logique de robustesse, de résistance à la censure, de aucun de point central de vulnérabilité, de manière à faire en sorte que chaque individu puisse s'en emparer et l'utiliser sans risquer la manipulation ou différentes conséquences qui peuvent venir de la part des États qui ont le monopole de la violence. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les deux sont alignés. C'est-à-dire que parce que Bitcoin est affranchi des États, parce que Bitcoin est rare, parce que Bitcoin est un actif qui s'apprécie, les gens en parlent, les gens gagnent de l'argent lorsqu'ils l'adoptent, les gens s'y intéressent, les gens veulent en acheter, les gens le gardent comme actif. Et je pense que c'est un magnifique cheval de Troie pour qu'ils comprennent, comme toi tu l'as fait selon ton propre aveu à l'instant, pour qu'ils comprennent la dimension un peu plus politique et un peu plus finalement libérale qu'il y a derrière le projet qu'est Bitcoin, qui consiste à réaliser cette séparation de la monnaie et de l'État. Quelque part, si Bitcoin était quelque chose qu'il fallait décider collectivement, ou si Bitcoin était quelque chose que vous ne pourriez pas utiliser pour construire de la richesse à l'échelle individuelle, l'adoption et l'attention autour de Bitcoin seraient beaucoup moins fortes, et donc on serait beaucoup moins capable de l'utiliser comme levier justement pour rétablir le rapport de force entre l'individu et l'État. Ok.